Il nous arrive tous, bien sûr, d'avoir l'impression d'être trahis par notre mémoire, mais quand ces oublis se répètent, ça peut devenir inquiétant. Comment savoir s'il faut consulter un spécialiste? Quand doit-on parler d'Alzheimer? Est-ce qu'on peut entraîner sa mémoire pour éviter ces oublis? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui deux experts. Elisabeth Grimaud, qui est docteur en psychologie, bonjour. Bonjour. Et le docteur Julien Lagarde, neurologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. On va juste faire un tout petit rappel sur le fonctionnement de la mémoire. En fait, on peut comparer notre mémoire à une gigantesque médiathèque qui permet de stocker des informations à court et à long terme. Et oui, la porte d'entrée de cette bibliothèque, c'est souvent ce que captent nos différents sens. Comme nous allons le voir sur cette animation, l'information, elle arrive au cerveau par la vue, par l'ouïe, et elle passe dans le cortex préfrontal, lieu de la mémoire sensorielle, que vous voyez clignoter ici en rose. L'information, elle n'est pas encore traitée, elle est seulement retenue moins d'une seconde. Très vite, elle va arriver dans la zone de la vision, le lobe postérieur occipital, que vous voyez là en rouge également, pour être analysée du genre « je sais ce que je vois ». De là, l'information est transmise à un autre réseau de neurones qui va retenir cette information un peu plus longtemps, quelques secondes. C'est la mémoire à court terme. La mémoire de travail, capable de mémoriser jusqu'à 7 informations à la fois. Et pour que cette information soit retenue le plus longtemps, il faut qu'elle passe dans un circuit assez complexe, au cœur du cerveau, où elle est encodée et cataloguée. Elle reçoit une sorte d'étiquette qui la date, une autre qui l'associe à des souvenirs et à des connaissances qui sont déjà acquises. Et puis une fois que c'est fait, l'information est stockée dans ces éléments-là. Vous voyez, c'est l'hippocampe, c'est le lieu de la mémoire à long terme. Alors c'est bien beau de stocker une information, il faut aussi pouvoir la récupérer. Se rappeler d'un souvenir enfoui dans notre mémoire demande également un cheminement cérébral. Sa mise en route va demander de l'entraînement. Il faut savoir qu'au bout d'une heure, on oublie environ 50% des informations reçues, 80% au bout d'un mois, d'où l'importance d'entraîner sa mémoire et de développer aussi des stratégies de mémorisation. Alors on commence avec cette question de France. On nous demande si les problèmes de mémoire peuvent être héréditaires. Alors, oui, il existe des cas extrêmement rares de maladies neurologiques qui causent des troubles de mémoire, la maladie d'Alzheimer notamment, qui peuvent effectivement être héréditaires et familiaux, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça représente une proportion infime de l'ensemble des maladies d'Alzheimer, c'est moins d'1%. Et ce sont des cas assez particuliers, souvent avec des débuts de maladie et de symptômes très précoces, avant 65 ans, voire même bien avant. Mais en dehors de la maladie, est-ce que les gens qui ont une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire, c'est quelque chose de familial? Alors, difficile de répondre vraiment à ça précisément. On sait qu'effectivement, on est inégaux face à la mémoire, face aux capacités, notamment à la façon aussi dont fonctionne la mémoire. Il y a des hétérogénéités importantes. De là à dire que réellement elles vont se reproduire à l'identique d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre, dans une même famille, ça, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de données là-dessus. Après, qu'il y ait une inégalité, oui, ça c'est sûr. Alors Sébastien demande si le stress psychique chronique altère la mémoire, et si oui, est-ce que c'est réversible? Oui, alors le stress psychique, effectivement, altère la mémoire, parce que ça va fragiliser les zones du cerveau. Et alors, d'une part, sur le plan cérébral, ça va fragiliser le cerveau, et puis d'autre part, le stress va aussi altérer les capacités d'attention. Donc effectivement, d'un point de vue ponctuel, ça peut altérer la mémoire, mais à long terme, on sait que le stress a un impact délétère sur la mémoire, notamment parce qu'il a un impact délétère sur l'hippocampe, qui est le carrefour de la mémoire. Et donc, il va fragiliser cette zone et donc globalement fragiliser la mémoire. Valérie demande si la testostérone influe ou pas sur la mémoire et si oui, comment? Alors, ça, c'est comme ça, j'ai pas de notion comme ça directe de cela. Après, il a pu être rapporté éventuellement peut-être chez des hommes un peu plus âgés avec des déficits en testostérone, peut-être des plaintes, effectivement, amnésiques, attentionnelles, etc. Mais savoir si c'était vraiment lié uniquement à ça et quel est le rôle exact de l'hormone dans la mémoire, là, comme ça, je n'ai pas de données très précises là-dessus. Boris nous demande si le diabète peut avoir un impact sur la mémoire. Alors, oui, bien sûr, le diabète, principalement en tant que facteur de risque cardiovasculaire, en dehors évidemment des hypoglycémies, voire des hyperglycémies, il y a vraiment des éléments métaboliques aigus, où là, évidemment, on n'est pas bien, mais pas seulement pour la mémoire, il y a beaucoup d'autres fonctions qui peuvent être altérées à ce moment-là. Mais c'est vrai que de façon générale, il s'agit d'un facteur de risque vasculaire qui, lorsqu'il est mal régulé, peut conduire à des événements vasculaires aigus, qu'ils soient cardiaques, mais aussi cérébraux. Et c'est par ce biais-là, par le biais de lésions cérébrales éventuelles de type AVC ou lésions plus petites qui sont des micro-AVC qui ne parlent pas forcément, dont on ne ressent pas forcément de symptômes immédiats. Et dans ce cas-là, effectivement, cette accumulation de petites lésions peut retentir sur le fonctionnement du cerveau et donc sur la mémoire et l'attention. Oui. Alicia nous demande quelle est la différence entre problème de concentration et problème de mémoire.
Ah, alors oui, ce sont des systèmes différents, hein, mais en même temps, ces deux systèmes Ils sont sont liés. liés. Absolument. Ces deux systèmes sont liés. On a besoin d'avoir une bonne attention, on a besoin de mettre en place des stratégies, comme vous disiez tout à l'heure, pour pouvoir bien mémoriser. Et alors, l'attention peut s'entraîner, la mémoire peut se travailler également, et tous les deux peuvent, au quotidien, avec des activités, pouvoir s'améliorer, hein. Ça, c'est aussi ce qu'ont montré les différents travaux. Alors, quand on veut travailler l'attention, la concentration, on va peut-être plutôt privilégier des activités de type pleine conscience. On en parle beaucoup en ce moment et on sait que ces activités sont propices à avoir de meilleures facultés d'attention. C'est-à-dire Alors la pleine conscience, c'est la méditation de pleine conscience. Vous en avez peut-être entendu parler. Christophe André en parle énormément dans les médias et ça permet de pouvoir améliorer ses capacités d'attention. Pourquoi ? Parce qu'on va entraîner une capacité du cerveau qui s'appelle le contrôle inhibiteur. Ce contrôle inhibiteur, c'est la capacité de pouvoir mettre en arrière-plan des informations qui sont des informations distrayantes. Et donc, on va pouvoir mieux se concentrer sur ce sur quoi on en doit se concentrer. on nous demande ce qu'il faut penser des compléments alimentaires pour booster la mémoire. Je suis sûre que vous avez la réponse. Et oui, j'ai la réponse. Chez les jeunes aussi, la mémoire est un enjeu, particulièrement en période d'examen, quand il faut retenir un maximum d'informations dans un temps limité pour pouvoir ensuite les restituer sur une copie. Et les oublier après. Et les oublier après. En médecine, on est assez fort pour Oui. ça. Pour cela, ils sont nombreux à se tourner vers les compléments alimentaires. Mais sont-ils vraiment utiles? Élément de réponse avec Margot Zaparucha, Adèle Lecanu et Julie Legros. Concentration maximale pour Soprane. Cette année, cet étudiant en droit poursuit sa licence à distance depuis l'université de San Francisco, un cursus très exigeant. Je vais travailler à peu près entre 6 à 9 heures par jour en dehors des cours. Ça demande énormément de travail personnel. J'ai besoin d'assimiler une grande quantité de cours, de textes, d'articles très rapidement. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, l'étudiant de 20 ans s'est tourné vers les compléments alimentaires. Soprane prend plusieurs fois par semaine un combo de vitamines et de ginkgo biloba, une plante chinoise censée agir sur la mémoire. Un cocktail qui a convaincu le jeune homme. Je sens que je vais être en meilleure forme déjà. Et au niveau de mes performances, je sens que je suis capable de retenir plus de choses. Donc, par contre, c'est sur du court terme, ce ne sera pas sur du long terme, mais je peux facilement mémoriser entre 30 et 40 pages en une nuit. Après, je me dis, est-ce que c'est pas un effet placebo? Est-ce que c'est pas aussi mon cerveau qui analyse la prise et qui me dit, bon, ben, tu vas aller pousser dans tes retranchements? Est-ce qu'il y a ça? Je ne sais pas. Placebo ou non, Soprane a tout de même décidé d'investir. Chaque mois, il consacre 30 à 40 € à ses compléments alimentaires. Et il n'est pas seul. Dans cette pharmacie, des étudiants viennent régulièrement demander de quoi booster leur cerveau de manière naturelle. Alors sensiblement, on retrouve toujours à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on va retrouver des plantes circulatoires qui favorisent la circulation, donc l'apport de nutriments au niveau du cerveau, d'autres qui vont être antioxydants, donc empêcher le vieillissement des cellules du cerveau, et puis on retrouve aussi des huiles de poisson, les fameuses oméga 3, qui vont améliorer l'élasticité entre les cellules du cerveau. Mais attention aux nuits blanches de révision avant un examen, les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer une bonne hygiène de vie. Bien dormir, ça c'est la clé, un peu d'activité physique, bien s'hydrater évidemment, et puis manger aussi régulièrement, correctement et varié. Et ça constitue un bon petit coup de pouce. Et même si les examens approchent, il est toujours recommandé de demander conseil à son médecin ou son pharmacien avant de se ruer sur les compléments alimentaires. Juste une précision sur cet oméga 3, parce que c'est vraiment effectivement l'élément intéressant là-dedans. Il n'y a pas de risque d'excès de consommation? Alors, plus on mange d'oméga 3, moins on va absorber les oméga 6. Et c'est bien souvent la raison pour laquelle on recommande les huiles olive-colza, le mélange olive-colza. Quels aliments peuvent améliorer la mémoire? Une question de Le Patricia. poisson? Alors, le poisson, oui, le poisson. On en avait mangé pour ça. Le poisson gras. C'est assez intéressant parce que pendant le confinement, le premier confinement, on a fait une étude en micronutrition. Cette étude a montré que les personnes qui avaient tendance à manger moins de fruits et légumes avaient une baisse de la motivation et également une baisse de l'attention, la concentration. Et c'est comme il a été dit dans le reportage, c'est probablement lié à la présence d'antioxydants dans les fruits et les légumes qui limitent l'impact des radicaux libres dans le cerveau et donc améliorent les capacités d'attention et de concentration, mais aussi la fabrication de la dopamine, des catécholamines en général. On a déjà répondu à la méditation, donc si on pouvait avoir une autre question, ça serait extrêmement aimable. On va regarder un autre sujet sinon en attendant. Non, c'est bon. Boris nous demande si les médicaments peuvent jouer sur la mémoire. S'il y a des médicaments qui jouent dessus, qui vont être délétères notamment.
Oui, c'est une question qui est assez large. Alors après, je parlerai principalement des médicaments psychotropes, parce que la question est souvent posée, en fait, des psychotropes, type antidépresseurs notamment, anxiolytiques éventuellement, où effectivement, on a souvent tendance à attribuer à ces médicaments un problème de mémoire. Mais simplement, ce qu'il faut voir, c'est que ces médicaments ne sont pas prescrits pour rien. S'ils sont prescrits, c'est pour réguler un trouble qui peut être soit de l'humeur, soit de l'anxiété, soit d'autres types de troubles, et que ces troubles-là, eux aussi, on le disait tout à l'heure, ont un impact sur la mémoire, sur la cognition. Et donc le fait de les réguler au mieux est quelque chose d'important. Donc il n'y a pas, si vous voulez, des médicaments qui seraient systématiquement délétères pour la mémoire, qu'il faudrait systématiquement éviter, parce que si on les donne, c'est pour quelque chose de spécifique. Et quand le bénéfice dépasse les effets potentiellement secondaires à la marge qu'on peut avoir, eh bien, il faut quand même privilégier cet effet-là. Et de toute façon, dans ce cas-là, ces troubles de mémoire sont réversibles à l'arrêt des traitements. Oui, bien sûr, dans ce cadre-là, oui. Et concernant la maladie d'Alzheimer, on n'a pas trouvé de médicaments qui agissent directement sur la mémoire. Non, on n'a pas actuellement, alors, il n'y a pas de médicaments curatifs dans cette maladie, c'est-à-dire qui agissent vraiment sur les mécanismes, sur l'origine initiale de dysfonctionnement, liés à des dépôts de protéines anormales notamment. Là-dessus, sur ces pistes-là, on n'a pas de traitement actuellement dont l'efficacité a été démontrée, donc curatif. Par contre, les traitements symptomatiques, il y en a en réalité. On en a beaucoup parlé sur un certain nombre de temps, je ne vais pas forcément rentrer dans le débat comme ça, mais ces médicaments existent et ils ont un effet. D'accord, sur la mémoire. Sur notamment l'attention, et par ce biais-là indirectement sur la mémoire et sur la présence, sur les capacités des interactions, la qualité des interactions du patient avec son entourage notamment. Et donc c'est pas complètement négligeable, quoique il pu en dire certains. Bien sûr. Pierre nous demande s'il est vrai que le sport améliore la mémoire, et si oui, par quel mécanisme? Il doit avoir une bonne mémoire, vous. Comme vous disiez tout à l'heure, le sport améliore la mémoire, notamment parce qu'il améliore le système cardiovasculaire. De nombreuses études ont montré que l'activité physique modérée mais régulière participait à entretenir le cerveau. Et notamment, il y a une étude qui comparait l'impact des ateliers mémoire à l'impact de la pratique simplement d'activités d'endurance de façon modérée, et l'impact était similaire. Donc on a tout intérêt à pratiquer une activité physique, à reprendre simplement de façon modérée. Vous parlez d'atelier mémoire, je crois que c'est l'occasion d'en voir un reportage. Absolument. Et dans de nombreuses villes, proposent aux seniors des ateliers pour entretenir leur mémoire. Ces séances sont souvent gratuites car elles sont prises en charge par les caisses de retraite. C'est un reportage à Pommeuse, dans la Seine-et-Marne, Chloé Buffard et Maxime Soulard. Ces images ont été tournées avant la crise sanitaire, donc les participants ne portent pas de masque. Quelles astuces vous utilisez pour vous souvenir de quelque chose? Post-it, agenda, le smartphone? Dans cet atelier, les retraités n'ont pas le droit aux pense-bêtes, elles ne peuvent compter que sur leur mémoire. Âgées de 68 à 80 ans, les participantes n'ont pas de maladie neurodégénérative. Quand on oublie quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On panique. On panique, on s'énerve, on cherche. Mais avec l'âge, elles reconnaissent que les trous de mémoire sont plus fréquents. Je suis en train de faire quelque chose, je vais chercher ce que j'ai besoin dans le placard pour continuer, et arriver dans le placard, j'ai oublié. Je zappe tout, je pose les clés, je sais pas où. Je suis désorganisée, toute folle. Et donc là, ça va plus. Je pète les plombs. En vieillissant, la mémoire immédiate fonctionne moins bien que celle à long terme. L'exemple type, c'est quand on ne retrouve plus ses clés alors qu'on vient juste de les poser, mais la psychologue a une solution. Mes clés, avant de les mettre n'importe où, ok, je suis chargée, mais je vais bien faire attention, je vais les poser à côté de la lampe rouge. Et on va pouvoir du coup associer l'objet qu'on recherche, donc l'information, à un autre objet. Et en voyant cette lampe rouge, on va se dire, ok, c'est bien là que j'avais posé mes clés. On va pouvoir donner des solutions, des astuces, des méthodes pour que ce soit plus facile, pour essayer de dédramatiser un petit peu tous ces petits tracas du quotidien où ils ont l'impression que c'est catastrophique, alors que le plus souvent, c'est plus un problème d'attention qu'un problème de mémoire. Associer une information à une image, faire des liens entre les mots pour les retenir. La psychologue passe en revue diverses stratégies de mémorisation et des exercices permettent de s'entraîner. Je vais vous donner ma liste de courses. À l'intérieur, il y a 18 éléments à retenir. Oh ben non. Ah, vous mangez bien. Sans prendre de notes, les participantes ont quelques minutes seulement pour retenir 18 articles. Pour s'aider, elles doivent les classer dans des groupes. La moutarde avec le vinaigre, c'est un condiment. Oui. Donc, ça peut le faire aussi. Avec la salade. Et la technique semble fonctionner pour Janine et Marie-Antoinette.
elles n'ont oublié que 2 produits. Essuie-tout, sac poubelle, éponge. Et dans l'hygiène, Le programme compte en tout 11 séances de 2 heures. L'objectif, c'est qu'ensuite, les participantes continuent d'entretenir leur mémoire et évitent tout ce qui lui nuit, comme le tabac, l'alcool ou le manque de sommeil. Est-ce que les stratégies sont les mêmes pour tout le monde? Alors les stratégies peuvent être les mêmes pour tout le monde, mais pas forcément pour les mêmes types de mémoire. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différents types de mémoire quand on perd ses clés. Typiquement, on est dans la mémoire épisodique. Il y a aussi la mémoire des connaissances. Si je vous demande quelle est la capitale de la France, vous me répondez tout simplement Paris, oui. Je pense, hein. Oui. Si ça n'a Je pas voulais changé pas me tromper. récemment. Là, on est dans la mémoire des connaissances, la mémoire sémantique. Si je vous demande quand est-ce que vous avez appris que Paris était la capitale de la France. Hier. Voilà, là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on est dans la mémoire épisodique. Cette mémoire est beaucoup plus fragile. Et donc, cette mémoire, il va me falloir mettre en place des stratégies. Les associations marchent très bien. La visualisation marche très bien. Le fait de prendre un repère aussi, un repère que l'on connaît bien, repère familier, ça marche aussi très bien. Et d'autres types de mémoire sont un petit peu différents, comme apprendre à faire du vélo. Là, on est dans la mémoire procédurale. C'est une mémoire qui se maintient dans le temps. Et là, typiquement, c'est la répétition qui fonctionne très très bien. Donc on répète, on répète, on répète. On veut apprendre un nouvel instrument de musique, on répète, on répète, on répète. Pour les étudiants qui veulent passer leurs examens, on revient là, on est du côté de la mémoire épisodique. Il faut savoir que des études ont montré que les tests, le fait de s'évaluer, était intéressant. Pourquoi? Parce que quand on veut mémoriser quelque chose, on va le stocker quelque part, et quand on s'évalue, on crée le chemin qui nous permet de retenir l'information, et donc après, on sait plus facilement aller retrouver ce chemin. D'où l'intérêt, et parfois on oublie de le dire, mais d'où l'intérêt de s'évaluer régulièrement. Frédéric nous demande s'il faut faire des exercices de mémoire, des calculs mentaux. J'ajouterais, est-ce qu'on a constaté chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer une différence avec ce qui avait été engrangé avant comme travail intellectuel? Oui, alors, il est important d'avoir une activité intellectuelle, être actif intellectuellement. Après, est-ce qu'il faut que ça soit des exercices très ciblés, que ça soit d'ailleurs pour des personnes malades ou non malades, le problème est le même, ou est-ce qu'il faut plutôt que ça soit, à mon avis, le mot d'ordre vraiment, c'est plutôt d'avoir des activités déjà qui plaisent, qui motivent, qu'on fait par goût et pas par obligation. Oui, c'est des mots croisés, c'est des mots croisés. Si c'est Voilà, c'est autre chose. il n'y a pas un exercice dont on a dit celui-là, on sait que ça marche à tous les coups et c'est comme ça. Non, c'est vraiment ce qu'on aime faire et ce qu'on a envie de faire. Et puis, le tout, c'est que ça soit aussi suffisamment varié, parce que faire toujours la même chose, on va être très très bon dans ce domaine-là, effectivement. Mais est-ce que ça va vraiment se généraliser à la vie quotidienne, à tout ce qu'on doit faire dans le quotidien? Pas forcément. Plus ça sera divers, varié, avec des types de circuits, de mémoire différentes, ou de mémoire ou pas de mémoire, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Mais plus il y aura des tâches différentes, et plus ça sera facile de le généraliser après dans la vie quotidienne, et que ça soit réellement utile finalement. C'est une question d'Edouard. Oui, sudoku ou mot croisé, lequel est le plus efficace? On a envie de répondre les deux. Voilà. Oui, alors effectivement, les activités de loisirs, des travaux ont été effectués là-dessus. Et alors, il a été montré que ces activités de loisirs permettent d'améliorer effectivement la mémoire au même titre que pourraient le faire des séances ou des programmes en neuropsychologie. Et tout à l'heure, on a vu un atelier collectif. On sait que les ateliers collectifs sont plus efficaces que les séances individuelles. Pourquoi? Parce qu'il y a le lien social, il y a le fait de pouvoir voir aussi d'autres personnes faire les choses, et donc on va pouvoir par mimétisme mieux répondre à la question. Donc effectivement, les activités de loisirs sont très bien, et les jeux de société. Mais ça veut dire par exemple que de faire un Scrabble face à une personne, c'est mieux que de le faire sur son téléphone? Oui, c'est mieux que le faire sur son téléphone, absolument. Le lien social est important, hein. L'homme est un animal social. Les jeux de société, on l'oublie, mais les jeux de société font travailler la mémoire. C'est vraiment un exercice de stimulation cognitive, et en plus, ça permet de pouvoir renforcer le lien social intergénérationnel. Donc on a tout intérêt, quand on est grand-père, quand on est parent également, de jouer avec ses enfants. Pendant le confinement, les parents, n'hésitez pas à jouer avec vos enfants. Chercher des petits chevaux, des nains jaunes. Ça va soutenir leur capacité d'apprentissage et ça va améliorer votre mémoire. Utiliser des applis qui font travailler notre mémoire est-il une bonne idée? Les applis spécifiques d'entraînement. Ça marche, c'est-à-dire qu'on est là, on est dans la pratique répétée, c'est un entraînement répétitif, c'est une forme d'entraînement cognitif, on n'est pas dans de la stimulation cognitive qui serait plutôt des activités beaucoup plus diverses et variées, là c'est plutôt un entraînement, mais ça fonctionne. Alors ce qui va se passer, tout à l'heure vous en parliez, c'est l'effet de transfert. En général, plus on est ciblé, moins l'effet de transfert est visible, et donc quelle utilité ça aura dans la vie quotidienne? Peut-être un peu moins que si on fait des activités qui sont
plus en lien avec ce que l'on peut vivre dans la vraie vie. Hein. Oui, on peut le faire, mais parmi d'autres choses. Il ne faut Voilà. pas limiter, de focaliser uniquement là-dessus. Ça doit être une chose parmi d'autres. On demande comment la dépression affecte la mémoire. C'est par le biais de la concentration, hors médicaments. Hein. Oui, alors c'est notamment par ce biais-là, par la concentration, l'attention, et puis aussi probablement la motivation. Toute une difficulté après aussi dans la dépression à initier, à avoir l'envie, le goût et l'élan de faire les choses. Et ça, probablement que ça perturbe aussi les capacités. Puis il y a aussi le ressenti, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les difficultés objectives de mémoire et puis le ressenti de son propre fonctionnement. Lorsqu'on est déprimé, on voit tout un petit peu négativement. On a tendance aussi à se considérer moins performant, souvent à l'être, mais à se considérer peut-être encore plus en difficulté qu'on ne l'est réellement parfois aussi. Simon nous demande si les conséquences quelles sont les conséquences d'une consommation excessive d'alcool sur la mémoire. Les conséquences sont clairement mauvaises, négatives, à la fois évidemment à court terme, à très court terme, ça on le sait tous, hein, l'ébriété aiguë, c'est sûr que c'est pas le moment où on va retenir plus de choses, ça c'est certain. Et puis à long terme aussi évidemment, puisque l'alcool est évidemment un neurotoxique, un médicament qui agit avec un effet toxique sur le système nerveux, le cerveau notamment, et donc un usage à très long terme a des conséquences dramatiques sur le cerveau, c'est sûr, un usage excessif évidemment. Merci beaucoup.